Bonjour à tous et bienvenue. On va débuter le stream. Donc je me présente, je m'appelle Fanny, je suis social media manager à la Wild. La Wild, qu'est-ce que c'est? Pour vous présenter rapidement, on est une école avec des formations tech. Et donc on a 4 domaines, donc développement web, data et IA, dont on va parler aujourd'hui, infrastructure et cybersécurité et design produit. On a 6 campus en France et à distance et 2 cursus, donc bootcamp, donc format intensif, et un format en alternance de 15 mois. Aujourd'hui, on est là pour Into the Wild, pour parler du coup de la régulation de l'IA. Et donc Into the Wild, c'est un format de veille qui va décrypter l'actualité tech une semaine sur deux. Aujourd'hui, on parle donc de Gemini et de l'AI Act avec Tariq et Ben. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Hello, hello. Alors moi je suis formateur data engineering à la Wild Code School et j'ai fondé aussi ma petite entreprise où je fais de la formation en B2B. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans la data. Voilà, voilà pour moi. Je te passe la main, Ben. Merci Tariq. Salut Fanny, salut à tous. Je suis Ben, je suis le responsable AI Strategy du groupe Future Group dont la WISE fait partie. J'ai également eu un passage en tant que formateur à la WISE. J'ai créé la formation Data Science. Je suis dans la data depuis presque toute ma vie professionnelle. J'ai 14, bientôt 15 ans de métier dans la data et l'IA. J'ai créé 3 entreprises dans l'IA, spécifiquement dans différentes parties de l'application de l'IA, en fait, l'application de l'IA à différents domaines. J'ai commencé dans la recherche, puis j'ai traversé dans le privé, travaillé dans différents pays, différentes problématiques. Aujourd'hui, je conduis la stratégie IA, comme j'ai dit au début, du groupe. Top. Merci à tous les deux d'être là. On a Sarah qui nous dit hello. Hello Sarah, bienvenue. On espère que ça va te plaire. Donc aujourd'hui, on va donc parler de Gemini, notamment. Donc pour bien commencer, j'ai sélectionné cette interview du PDG de Google France. Alors c'est Sébastien Missoff. Il était sur Quotidien lundi dernier et donc c'est le directeur général de Google. Et selon lui, la mission de Google, c'est vraiment de rendre la tech accessible à tous. Google utilise l'IA depuis environ une dizaine d'années et on le voit dans beaucoup de produits, notamment Google Maps, Google Translate, c'est au cœur de plusieurs produits. Est-ce que pour bien commencer, Tariq et Ben, vous pourriez nous reparler un petit peu de ce qu'est une IA dans les grandes lignes, bien sûr. Euh, Je Vas-y, vais y Ben. aller si je veux bien, Tariq. Voilà, la définition que je préfère de l'IA, il y a différentes manières de définir les choses. On peut partir de la conjonction que ça représente entre différents domaines, etc. Mais euh, ma définition préférée, c'est le fait de créer des programmes informatiques qui peuvent réaliser des tâches ou un processus de raisonnement qu'on qualifie normalement d'intelligence chez les êtres vivants, humains, animaux, etc. Je pense que c'est la définition la plus proche de ce qu'on cible avec un système d'IA. Et ce que ça veut dire en substance, c'est que euh, la machine est capable de faire des choses pour lesquelles elle n'a pas été spécifiquement programmée. Donc, en gros, on lui donne les principes, on lui donne les méthodes d'apprentissage, tout comme on ferait avec un être vivant, et elle est capable, à partir de son expérience, donc de ce qu'elle voit, des données en fait qui lui sont fournies, de faire des déductions, de produire en fait des résultats, un raisonnement qui lui par contre, est programmé. Top, merci pour cette définition, c'est hyper clair. Je ne sais pas dans le chat si vous avez des questions ou si c'est à peu près clair. N'hésitez pas si vous avez des questions surtout tout au long du stream. Donc ce que nous dit Sébastien Missoff dans justement cette interview chez Quotidien, c'est que Google a lancé une nouvelle IA dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines, qui s'appelle donc Gemini. Et c'est un nouveau modèle qui peut analyser à la fois de l'image, du son et du code. Donc par exemple, si je prends une photo d'une plante, il va me dire combien de fois par semaine je peux l'arroser. Et on ressent un peu une incompréhension, on va dire, sur le plateau. Il y a une certaine peur ambiante, en tout cas l'ambiance est un peu, étrange. On sent dans les questions, dans les interventions, des intervenants que beaucoup remettent un peu en cause cette innovation ou vont un peu essayer de chercher ce qui pose problème sur le plan éthique. Et Yann Barthès revient notamment sur le départ, de Geoffrey Hinton qui est un pionnier de l'IA et qui a quitté Google face au risque que représente selon lui l'IA et qui a déclaré, le fameux «Je regrette un peu mon invention», qui a été, titré dans tous les journaux ensuite. Le PDG, il se veut plutôt rassurant.
par rapport à toutes ces accusations, on va dire. Lui, il dit que c'est des risques qui sont mesurés, qu'on peut trouver l'origine d'une fake news, d'une photo, qu'il y a tout un travail en fait pour vérifier les biais, pour prévenir les risques dont on lui parle et qu'il ne faut jamais opposer l'IA à l'humain parce qu'il y aura toujours une complémentarité. Euh, Selon vous, il y a beaucoup de sujets, mais selon vous, est-ce que on a raison en général d'avoir un peu peur face au développement de ces IA et face au manque de réglementation? Alors, je peux prendre cette question. Moi, je pense que c'est certainement des choses qui ont été dites et redites, hein, mais c'est comme toute invention, toute innovation. Il faut qu'on arrive à la comprendre, voir comment ça nous impacte autant qu'humains. Là, on est face effectivement à une innovation des inventions qui sont très rapides dans le domaine de l'IA. On voit des choses euh, très, enfin, très fortes et qui nous impactent dans notre vie, hein, donc que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Donc, vu que ça nous impacte et vu qu'on a effectivement beaucoup à gagner, mais peut-être aussi à perdre à utiliser ces outils-là, je pense que oui, effectivement, il faut qu'il y ait une discussion autour de l'éthique, autour de la réglementation. Euh, voilà, je pense que c'est des sujets effectivement qui sont extrêmement importants, mais ça vaut pour l'IA comme ça vaut pour d'autres technologies qui peuvent être destructrices pour l'humanité. Je Mm. peut-être posé ça, moi, Ben. Yes. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, je pense que l'inquiétude se comprend, elle est absolument légitime. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questions à se poser quand on est face à certaines innovations qui peuvent avoir des dérives avec des impacts, avec des conséquences énormes. C'est ça je veux dire, toute la complexité hein, de ces technologies qui peuvent potentiellement avoir des effets positifs très très grands. C'est également le fait que d'autres personnes, des bad actors, des gens mal intentionnés peuvent utiliser utiliser ces outils avec des intentions qui sont pas forcément très louables. Et l'autre danger également, c'est cette possibilité pour certains qui ont une façade de, de bienfaiteurs ou en tout cas de gens qui veulent faire du positif, de pouvoir utiliser ça et d'avoir une espèce de mainmise sur des choses qui sont sensibles comme nos données, nos vies privées, et certaines informations, même si on n'a rien à cacher, qu'on ne veut pas forcément qui atterrissent entre les mains de tierces personnes. Euh, Par contre, euh, il faut vraiment avoir une approche pondérée par rapport à ça. Bien sûr, il faut se poser certaines questions, il faut se poser les questions et pousser ceux qui sont à la fois à l'origine de ces technologies, ceux qui sont amenés à les exploiter à grande échelle, mais également ceux qui sont censés se poser des questions de régulation. On doit leur mettre la pression pour faire ce boulot-là, pour leur dire que voilà, on est conscient de ce que ça peut amener, mais ne pas non plus se cantonner dans ce positionnement de peur, de méfiance, de questionnement, etc. Parce qu'il y a des choses extraordinaires que ça peut amener. Là, la révolution qu'amène l'IA est pratiquement au niveau, là, si on regarde sur les 20, 30, 50 prochaines années, est au niveau de ce que l'électricité a pu amener à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de changements de paradigme, de la façon de faire des choses, juste parce qu'on a cet outil-là entre les mains, tout comme on a eu l'énergie entre les mains. Euh, Maintenant, une chose qui est extrêmement importante, c'est la possibilité, en tout cas, c'est cette action qui a été posée aujourd'hui, de parler au bon moment de régulation. On va revenir peut-être là-dessus, mais ce n'est pas forcément une habitude. Je dis très souvent, on arrive très très tard avec les régulations, mais là, on part sur le moment où ça commence à se démocratiser. Moi, si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, Ben. C'est pareil, hein, ça vaut aussi pour d'autres innovations. Euh, on a une technologie qui est forte, on a des personnes qui sont très techniques, hein, qui développent ces technos qui sont extrêmement avancés. Mais je pense qu'effectivement, l'école aussi aujourd'hui doit former des philosophes, des personnes qui sont capables d'accompagner ce changement de paradigme, parce qu'effectivement, ce changement de paradigme va être amené par la technique, mais il va nous protéger autant qu'humains, il va nous aider à passer effectivement vers ces nouveaux paradigmes grâce à la philosophie, grâce au débat. Et donc, je pense effectivement qu'il faut que notre école effectivement réussisse à développer ces deux aspects, ces deux compétences, la compétence technique et la compétence aussi sociale. Complètement.
Et comme tu l'as justement dit, Ben, c'est vrai qu'il y a eu un peu, cette phase, d'explosion de l'IA et maintenant il y a la régulation, alors que comme tu le dis Tariq, ça aurait pu venir en amont justement. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de loi sur l'IA. En octobre, lors du G7, les pays ont adopté une sorte de code de bonne conduite et on a des plateformes comme, YouTube notamment, donc des plateformes plus, grand public, on va dire, qui veulent justement mentionner les vidéos mentionnant, de l'IA, enfin les vidéos qui utilisent de l'IA pour éviter justement, tout ce côté fake news ou fausses informations. À part ça, est-ce qu'il existait déjà des lois, des textes officiels? Quand on travaille dans la data, en fait, est-ce qu'on a un peu des interdits éthiquement, légalement, ou est-ce qu'on peut tout faire? On parle du GDPR ou... Ouais. Le GDPR est sans doute l'une des lois les plus marquantes dans le domaine, en fait, qui protège la manière dont euh, tous ces créateurs de technologie, en tout cas tous ces ingénieurs et toutes ces boîtes qui créent des innovations vraiment géniales, hein, qui innovent sur énormément de points, et ça fait partie de nos vies quotidiennes. Mais très souvent, en fait, ces innovateurs ont une forme de puissance qu'amène cette matière première que sont nos données et qui est pas forcément, en tout cas, c'est eux qui décident que ça soit à notre avantage. Donc, s'ils décident également que ça ne le soit pas, c'est possible pour eux, même s'ils disent qu'ils sont bien intentionnés, tout ce que on peut peut-être faire confiance, mais le problème, en fait, se situe sur le fait que si cette personne, la même personne décide de faire autrement, elle le peut et on ne peut rien contre ça. Et donc, d'avoir un ensemble de lois, un ensemble de contraintes comme celle qu'a amené le GDPR, ça a permis en fait de réguler ça et de mettre tous ces acteurs face à leurs responsabilités, c'est-à-dire ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous décidez aujourd'hui qui impacte les gens, il peut y avoir des conséquences. Vous ne le faites pas de manière inconsidérée. Il faut vraiment réfléchir aux conséquences que ce que vous décidez sur les outils qui sont utilisés par des millions, voire des milliards de personnes, sur les conséquences que ça peut avoir, et être prêt à répondre de ça. Complètement. Tariq, est-ce que tu voulais compléter? Est-ce que Non, c'est très complet. non? Je rien à ajouter. Parfait. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez justement du manque de régulation sur l'IA. Et vous, en tant qu'usager, peut-être, comment vous le ressentez? Ça peut être intéressant. Alors, j'ai une question peut-être de Léonard, qui est un collègue à la Wild Code School. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas trop à poser la question sur Twitch. Donc, sa question, c'est celle-ci. Les lois de régulation sur l'IA seront-elles in fine bénéfiques aux géants de la tech et destructrices pour les petits acteurs n'ayant pas la force de se plier aux demandes? Voilà. Donc, est-ce que les lois de régulation de l'IA sont-elles plus bénéfiques aux géants et donc destructrices aux plus petits acteurs qui n'ont pas effectivement la force de développer des outils, des IA aussi puissantes? Après, on voit des challengers, on a vu des challengers comme Mistral, donc l'IA française qui a beaucoup de succès ces dernières semaines. Mais voilà, c'est la question de Léonard. Je sais pas, Ben, si tu veux prendre cette question. Je trouve que en fait, c'est vraiment une excellente question dans la mesure où on doit se demander toutes les mesures qui sont prises. Au final, ça doit pas être contre-productif. Bon, ça c'est déjà arrivé, hein, de fois que ceux qui arrivent à contourner ces directives sont les gagnants au final. Ceux qu'on était censés bloquer, au final, on leur rend service parce que ça crée un frein naturel pour d'autres qui ont moins de moyens. Et ça, c'est une vraie question à se poser sur des réglementations comme ça. Perso, je pense que quelque chose comme l'AI Act de l'Union européenne, c'est une nécessité qui ne doit, en fait, qui est censée être imposée à différents niveaux pour différentes personnes. Et je pense que, en tout cas sur le papier aujourd'hui, hein, je suis pas un expert juridique, je suis pas un expert de la légalité, mais par contre, en fait, en tant qu'expert de l'IA, en tant que practitioner de l'IA depuis très longtemps, je sais que c'est quelque chose qui est censé justement être intégré dans les systèmes qu'on crée by design. C'est-à-dire que ce n'est pas une commodité qu'on rajoute après. C'est-à-dire, lorsque je vais créer un modèle d'IA, je ne dois pas me dire, je crée ce modèle, il est hyper puissant techniquement, il est génial et je vais voir après
les questions de sécurité que ça peut poser. Donc, on sort de ce cadre-là, on se dit que, OK, je dois créer un système puissant, mais qui respecte certains principes parce que je ne sais pas du tout si je vais pouvoir contrôler ça une fois que le système est sorti. Et je trouve que c'est ça que la réglementation de l'AI Act amène. Et ça l'amène au moment justement où tout le monde est en train, il y a une frénésie sur le fait de créer, entre guillemets, ce qu'on appelle des modèles de base. On va pas forcément entrer dans les aspects techniques, mais c'est les gros modèles qui vont récupérer énormément de données sur Internet pour pouvoir donner cette capacité pour sur les usages qu'on en a aujourd'hui, comme ChatGPT, converser avec des choses, avec des bots, converser, générer des images, etc. Lorsqu'on prend des données et lorsqu'on crée un modèle comme ça, il y a énormément de questions qu'on se pose. Quels sont les impacts possibles sur les humains qui les utilisent? D'où viennent ces données? Est-ce que le fait d'enfreindre certains principes ou certaines règles de propriété intellectuelle, est-ce que ça peut avoir des effets, un effet domino et causer d'autres soucis derrière? Est-ce que le fait de récupérer des infos ou des données qui peuvent être des données personnelles et les intégrer peuvent amener à des biais qu'on ne soupçonne pas? Est-ce qu'il peut y avoir de la discrimination, etc. Et l'AI Act vient avec cette idée de si tu prends des données pour créer un modèle, si on te demande d'où viennent ces données et comment elles ont été gérées, tu dois être capable de répondre à ça. D'accord? Et en plus, tu dois aussi être transparent sur comment ça a été entraîné, comment tu maintiens le modèle pour qu'il reste pertinent et quels sont en fait, qu'est-ce qui est exploité lorsque des personnes l'utilisent, lorsque des personnes interagissent avec ça, est-ce que ces données-là sont récupérées et comment elles sont récupérées et à quelle fin? Donc, cette idée de transparence dès le départ et cette idée de discrimination dès le départ, je pense que c'est quelque chose qui est accessible au niveau du paradigme à tout le monde, que ce soit des personnes, comment dire, des personnes avec une puissance de feu au niveau de la création de produits, que des personnes en fait qui arrivent pour exploiter les produits qui sont déjà créés. Je pense que c'est vraiment une base entre guillemets saine. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas des jailbreak, en fait, qu'on n'arrive pas à casser ou à contourner ces principes facilement, parce que si c'est possible, ceux qui ont le plus de puissance vont gagner une file. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Ben. Je donne aussi l'exemple de. Je donne aussi. Je m'y connais pas très très bien non plus, je veux dire en régulation, mais je donne l'exemple de la blockchain. Où on a effectivement aujourd'hui des acteurs qui sont capables de mettre 500 000 à 1 million d'euros en arsenal juridique pour avoir les bonnes certifications pour être gestionnaire de fonds, etc. Et même dans des fonds classiques, hein, pour être gestionnaire de fonds classiques, c'est extrêmement difficile. Donc on va pas voir des personnes être accréditées en fait, enfin je veux dire des personnes ou des petites entreprises à être accréditées facilement. Donc, ça sera des gros groupes qui seront capables de lever des fonds, de mobiliser 500 000, 1 million d'euros, voilà, pour pouvoir être certifiés, être accrédités. Donc, voilà, côté IA, ça risque, je pense, d'être enfin, si on va vraiment dans cette direction où on met l'accent que sur la régulation et on oublie le côté innovation, le côté flexibilité aussi pour les petits acteurs pour qu'ils puissent avoir la possibilité de développer leur propre truc, ben en fait ça va être voilà, ça va être dommage. Mais on voit quand même des acteurs comme Mistral qui ont émergé ces dernières semaines. Après, il faut dire que Mistral, je me rappelle plus des montants de levée de fonds, mais c'est voilà, ils ont levé pas mal de fonds et je pense que voilà, s'il y a un cadre juridique très contraignant, bah en fait ils n'auront pas du mal, je pense, à y répondre. Mais il faut penser effectivement aux nouveaux entrants qui vont arriver les prochains mois, les prochaines années. Voilà. Je pense que c'est un sujet super important. Ouais, il faut clairement bloquer la possibilité pour des acteurs qui sont les principaux acteurs de se protéger, en fait, d'utiliser cette même loi comme des défenses à l'entrée pour d'autres. Donc, en gros, de dire que, écoutez les gars, il va falloir qu'on réglemente comment est-ce qu'on démontre la transparence de ce qu'on fait. Et dans ce cas, il y a un process qui demande énormément de ressources, qui demande énormément d'argent. Et à ce moment-là, on bloque tout de suite des personnes à l'entrée. Parce que je pense que ce n'est pas l'esprit de cette loi-là aujourd'hui. Hein, parce que la charge
est donnée également aux utilisateurs. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, tu dois te poser la question, est-ce que cette personne qui fait ça, est-ce qu'elle peut m'expliquer d'où viennent ces données, d'où vient son modèle, etc. Donc, c'est vraiment une question de, entre guillemets, de principe. Et il y a des méthodes, je veux dire, ce n'est pas plus compliqué de créer des modèles responsible que de créer des modèles sans prêter attention à ça. Dans le principe. Ça, on peut peut-être en discuter un peu plus tard, mais ce n'est pas plus complexe, en fait, à faire. Et pour faire le lien justement avec tout ce que vous dites, juste pour rappel du coup, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas forcément précisé, l'AI Act, du coup, le but, c'est vraiment de créer un cadre juridique pour l'utilisation de l'IA, mais seulement pour l'instant dans l'Union européenne. Et c'est un peu comme le RGPD avec les données, en fait. C'est un peu un RGPD appliqué aux IA, on va dire. Et si le projet devient une loi, il y aura des implications importantes. Donc, moi, ma question, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des choses justement qui sont peu éthiques en Europe? Et qu'est-ce que ça pourrait modifier en fait si l'AI Act entrait en vigueur? Est-ce que c'est des changements qu'on verrait, nous, en tant qu'usagers, assez facilement? Ou est-ce que c'est un peu des dark patterns, des choses un peu cachées pour récupérer nos données ou pour utiliser les biais de l'IA qui ne sont pas visibles justement? Moi, personnellement, je dirais plutôt, je te donnerais la main là-dessus, Ben. Après, mais ouais, rapidement, je dirais que c'est vraiment la deuxième option. C'est des choses qu'on verra pas vraiment à l'usage. C'est comme la RGPD. Bon, la RGPD, effectivement, on a le cookies banner qui monte à chaque fois et machin, mais toute tout le back-office de la gestion RGPD, donc l'anonymisation, par exemple, le temps enfin, je veux dire, la période à laquelle on doit garder les données puis les supprimer, des choses comme ça, tout ça, on le voit pas, nous, en tant qu'utilisateurs, à moins, effectivement, de demander à l'entreprise de nous donner l'historique de notre utilisation, et là, l'entreprise doit nous donner, ainsi de suite. Mais niveau utilisation, ça change pas grand-chose, je pense, pour nous. Oui, effectivement. Alors, je veux dire, nous, on ne pourra pas voir vraiment, je veux dire, upfront, directement ce qui est en train de se faire. Par contre, le marché, ou en tout cas comment dire, la contrainte de se démarquer va pousser les acteurs à montrer patte blanche. Donc, en gros, je sais que les gens sont sensibles à l'idée de comment est-ce qu'on utilise leurs données, etc., etc. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est d'expliquer dès le départ comment on utilise l'IA de manière responsable, tout comme fait Google avec le lancement de Gemini. Hein. Vous voyez, c'est tout un bloc dans le lancement de Gemini, c'est Responsible AI. Ils ont mis ça vraiment de manière, ils l'ont mis en avant, quoi, sur comment est-ce qu'on a récupéré les données, qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on s'assure que le modèle ne peut pas faire du mal, etc., etc. Donc, en gros, ils n'ont pas encore de contraintes juridiques à faire ça, mais ils là-dedans parce qu'ils savent que ça, ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, c'est que les utilisateurs, les usagers vont être sensibles à ça, et donc ils montrent patte blanche, et ça va forcément quelque part pousser les autres acteurs à faire de même. Donc être transparent sur le process, etc. Mais encore une fois, le jour où ils décident de faire des dérives, on ne le saura pas forcément. Donc il faut rester vigilant là-dessus, il faut continuer d'exiger. Ce n'est pas en fait parce que quelqu'un l'a fait une fois, deux fois, etc., qu'au bout d'un moment, il va décider de récupérer des données qui ne sont pas si sensibles, qui ne sont pas si innocentes que ça. Donc il faut garder cette pression continue, je pense, hein, à la fois au niveau juridique, mais au niveau des principes qu'on met en avant en tant qu'utilisateur pour choisir l'une ou l'autre de ces solutions. Et est-ce que vous pressentez ça? Enfin, comment en fait vous le pressentez? Et est-ce que la loi va mettre un petit peu de temps à arriver? Ça va mettre du temps à justement se structurer? En attendant l'entrée en vigueur de cette loi, est-ce qu'on va tendre, comme tu le disais, Ben, vers un fonctionnement un peu plus by design? Ou est-ce que respecter la réglementation, ce sera une pratique en plus bonus? Ou est-ce que ça va vraiment s'implémenter au début d'un projet? Je pense que quelqu'un qui a aujourd'hui une intention d'être un acteur qui compte sur le marché va devoir le faire parce qu'à tout moment, on peut lui demander de rendre des comptes. Par contre, aujourd'hui, je suis pas suffisamment naïf pour me dire que ceux qui font appliquer cette loi auront la puissance nécessaire pour aller vérifier tout le monde. Ça a toujours été ça, le gros boulot d'étranglement. C'est-à-dire, ceux qui régulent, on dit pas derrière ceux qui innovent. Et même ceux qui montrent des bonnes intentions pour faire bien les choses et même aller au devant des contraintes et des lois, c'est assez compliqué de se dire
écoutez, on va vérifier, on a toute la puissance de calcul qu'il faut pour faire des vérifications, parce que des fois, la vérification, c'est également aller tester techniquement ce type d'outil, ce type de plateforme. Or, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait cette puissance-là au niveau de nos régulateurs pour le faire. Par contre, comme ces régulateurs aiment souvent tracer l'exemple sur les gros, je pense que les gros ont tendance en fait à se tenir à carreau, comme on dit, parce qu'ils savent que ce sont eux qui sont exposés. Les Facebook, Google, Amazon, etc. Ils sont exposés tout le temps. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que Dart est sorti aux États-Unis, mais pas en Europe au début. Il y a toujours un décalage qui est lié justement au fait de se rendre, de montrer patte blanche justement par rapport aux lois qui existent en Europe. Et toi, Tariq, en tant que formateur, est-ce que tu le pressens d'une certaine façon? Enfin, est-ce que tu sens un besoin peut-être aussi d'éduquer sur ce sujet-là tes élèves ou comment tu le ressens? Alors, oui, alors sur le côté B2C, je pense que ça arrivera dans les programmes doucement, doucement. Mais côté B2B, je pense que c'est un sujet qui va être extrêmement important, que ce soit dans l'usage ou dans le développement. Effectivement, quand on utilise ces IA, on est obligé de faire attention, surtout si c'est des API externes. Donc, si on développe des choses, je veux dire, à l'intérieur, in-house, donc si par exemple on déploie un GPT-4 en privé, bon là on est un peu moins embêté par rapport à la privacy, etc. Mais si dans son entreprise on nous laisse utiliser un chat GPT et puis on va mettre à l'intérieur de la donnée anonyme, enfin de la donnée pardon personnelle qui est pas anonymisée, des données confidentielles, bah ça pose déjà beaucoup de problèmes. Donc moi je dirais que oui, au niveau formation, c'est un sujet qui est extrêmement important et intéressant, pas que sur l'IA, mais sur la data en général, tout ce qui est gouvernance, Mm-hmm. euh, tout ce qui est privacy, Éthique. voilà, tout ce qui est Mm-hmm. éthique, voilà, c'est super important. Et après, oui, effectivement, il faut qu'on l'enforce dans les programmes B2C aujourd'hui qu'on a dans les écoles, que ce soit des écoles comme la Wild Code School ou des universités. Il va falloir effectivement intégrer dans le programme tout ce qui est éthique, tout ce qui est gouvernance, privacy, voilà, un gros module juridique, je dirais, pour la data et l'IA. Complètement. Le mot d'ordre, Je, ce je, serait un peu de s'éduquer. Ben, si tu veux compléter. Oui, oui, tout à fait. En fait, j'allais dire que c'est extrêmement important de faire comprendre aux ingénieurs qui créent des produits à destination d'utilisateurs finaux que ce produit-là peut avoir des conséquences. Et c'est souvent ce qui manquait, et plein de dérives qu'on a vues, hein, notamment avec Facebook, le scandale Cambridge Analytica, etc. C'est des très jeunes ingénieurs qui se sont développent de manière complètement inconsciente, des fois d'ailleurs by design, hein, mais bon, très, très souvent de manière inconsciente, qui ne réfléchissent pas aux conséquences et ça a des impacts très néfastes. Donc, il faut vraiment donner ce sens aux ingénieurs ou à ceux qui développent ce type de produit que ce qu'ils font n'est pas sans conséquence et que ce sont derrière les données, ce sont des vrais humains, derrière les logs, les données d'utilisation qu'ils ont, ce sont des vrais humains et que ça peut vraiment impacter leur vie et que ce n'est pas forcément parce qu'ils peuvent le faire qu'ils doivent le faire, même si c'est juridiquement correct, même si c'est légal. Par exemple, il y a juste, en fait, un exemple assez marquant hein, de l'époque où Google Crisis Response est sorti, la possibilité, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, de pouvoir localiser les proches, savoir s'ils vont bien, etc., etc. Eh bien, c'est quelque chose qui était possible à faire lors du printemps arabe, notamment en Égypte. Et ils ont constaté, les ingénieurs ont tout de suite constaté que en fait, le gouvernement utilisait ça pour aller, pour identifier les opposants et l'ont bloqué tout de suite. Donc, en gros, en fait, toujours réfléchir aux conséquences, pas que au fait que ça marche bien, pas que, il faut se rappeler que ce sont des vrais humains derrière, qu'il y a certaines circonstances où vaut mieux réfléchir à deux fois avant de mettre le launch, de lancer un produit, un modèle ou une plateforme. Complètement. On a un article qui sera disponible aussi dans la semaine sur notre blog, si vous voulez un petit peu plus creuser le sujet, un peu plus que là, on a pu le faire pendant ce court temps, parce que ça passe quand même vite. Et ce soir, on aura un workshop, si vous voulez justement vous former à l'IA, qui est du coup avec Ben en plus, pour prototyper rapidement une application IA
Et du coup, vous avez la confirmation que Ben pense à l'éthique derrière l'application, etc. Donc, vous serez entre de bonnes mains. Si vous voulez participer, le lien il sera aussi sur notre site. Si vous voulez, pour conclure, je vous propose, Tariq et Ben, de résumer un petit peu ce que vous pressentez comme changement en 3 mots ou plus avec l'AI, pardon, je vais arriver, Act. Selon vous, qu'est-ce que ça va impulser comme changement? Alors moi, je pense que je laisserai plutôt la main à Ben parce que je t'avoue que je suis pas un fin connaisseur de la. Je pense que Ben a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Mais dans les grandes lignes, de ce que je vois, c'est ce dont on parlait pendant le stream. C'est d'essayer, enfin ce que disait Ben tout à l'heure, donc essayer de rajouter de la transparence au process de développement, je dirais. Donc, les données qui ont été utilisées, comment on les a utilisées, pourquoi, d'où est-ce qu'on les a ramenées, voilà, je veux dire, la récupération de données est éthique, est-ce qu'on respecte les droits d'auteur, voilà, tout ça, c'est un sujet extrêmement important. Après, il y a ce que disait Ben, l'explicabilité, on va dire, des modèles. Euh, si on est sur des modèles qui sont énormes, et c'est pas très difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas très simple d'interpréter comment le modèle fonctionne. Mais éviter les biais. Voilà, je pense que c'est un peu les grandes lignes en fait de ce qu'on disait pendant les 30 minutes. Voilà, transparence, interprétabilité en tout cas. Voilà, éviter les biais, éviter qu'il y ait des soucis de, enfin, de toutes ces données-là qui sortent in fine, donc des outputs de ces Mm. données-là, d'avoir Mm. des choses qui peuvent je sais pas comment qualifier ça, mais qui peuvent être dangereuses aussi. Néfaste, dangereux, oui, tout à fait. Voilà, Mm. c'est Mm. ça. Donc dans les grandes Ouais. lignes, voilà, c'est ça que j'ai compris. Après, je passe la main à Ben, certainement qu'il y aura beaucoup plus de matière que moi. Non, non, pas forcément ce que tu as dit, c'est tout à fait, ça a bien résumé les choses. En fait, je pense que c'est la première loi, la première réelle loi sur l'IA dans le monde. Et ça se pose le timing est parfait. Comparé, par exemple, les lois antitrust lorsque Internet est arrivé, comparé aux lois liées à la sécurité des données ou à la privacy, le fameux GDPR lorsqu'elle est arrivée, la loi Adopi, en fait, toutes ces lois sont arrivées longtemps après les dérives. Voilà, c'est arrivé vraiment très très longtemps après les dérives, lorsqu'il y a les dérives ont commencé même à atteindre un certain niveau de maturité. Là, aujourd'hui, en termes de timing, on est pratiquement au début de la vulgarisation et de l'adoption mainstream de cette technologie lorsque, en fait, la loi entrera en vigueur. L'IA date de bien longtemps, de bien plus longtemps que ça. Et la matière première, c'est les data. Il y a eu énormément de dérives avec la data. Mais là, on parle à un autre niveau, la création des modèles que beaucoup utilisent aujourd'hui et de plus en plus vont utiliser dans les prochaines années. Donc, c'est arrivé au bon moment. Maintenant, il ne faut pas tomber dans les dérives de la régulation, c'est-à-dire un moment où on va freiner certaines innovations et où on va servir, on va jouer le jeu en fait des acteurs principaux qui vont pouvoir utiliser cette même loi qui était censée les contraindre à une attitude irréprochable, les mettre comme défense contre les entrants et contre les plus petits et se protéger contre la concurrence. Donc, mais je pense que dans l'esprit de la loi elle-même, elle pose quelque chose de simple qui est que ce que vous faites n'est pas sans conséquence. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir rendre des comptes. Et également, plus vous mettez les gens à risque, et bien plus vous risquez plus les conséquences peuvent être élevées pour vous. C'est-à-dire si vous avez une loi, si vous avez un modèle qui impacte la vie des gens, qui met la vie des gens en danger, qui met l'environnement en danger, qui a un impact négatif sur la société, eh bien on a une réponse appropriée par rapport à ça. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Nous, on doit continuer de mettre la pression en tant qu'utilisateur, en tant qu'usager, en tant qu'expert, parce que les régulateurs n'ont pas forcément la puissance qu'il faut pour enfreindre, pour contraindre tout le monde à respecter cette principe. Complètement. Ça va amener beaucoup d'ordre, je pense, et ce sera assez intéressant à voir pour vous, côté expert, qui verrait vraiment l'impact, même sur les outils, sur le produit. Et côté usager aussi, ce sera assez intéressant, je pense, de voir un petit peu quelles différences vont arriver et comment les entreprises vont gérer ça. Mm.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos riches interventions, pour tout ce que vous nous avez appris. Le chat était assez silencieux, mais je pense qu'on était tous en train de vous écouter et d'essayer de comprendre le plus ce que vous nous disiez et de boire un peu vos paroles. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour le workshop, on a des gens qui sont quand même plutôt enjoués, qui me disent Canon Workshop est nice. Donc, Ben, je pense que tu auras du monde. Génial. En attendant, encore merci. Stream super intéressant, on était attentifs. Bon, bah, merci de confirmer ça. Merci. Ça nous rassure. Et puis merci d'avoir été là et d'avoir suivi. Et merci à vous, Ben et Tariq. C'était super intéressant. Merci. Merci. Et pour le workshop, on parlera de l'IA de manière générale avant d'entrer dans la petite appli. Hein. On va faire voilà, une petite intro plutôt intéressante sur d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. et comment comprendre les choses. Top. Merci beaucoup. Merci à tous et Merci merci beaucoup Fanny en pour cette tout cas. Et invitation. puis bonne journée à tous et à bientôt. Vous Merci revenez. À beaucoup. bientôt. À bientôt. Salut Tariq. Salut Salut, Fanny. salut Take Dan, care. salut Fanny.